On a tous un peu cette impression, non? De savoir ce que sont les chakras, et si en fait une bonne partie de ce qu'on entendait n'était qu'une simplification? Eh bien aujourd'hui, on va justement aller au-delà de ces mythes pour explorer la véritable nature de ces incroyables centres d'énergie. Préparez-vous, ça pourrait bien bousculer quelques idées reçues. Bon, on attaque direct avec la question qui est au cœur de tout. Un chakra, est-ce que ça peut vraiment être fermé? C'est une expression qu'on entend absolument partout, mais est-ce que c'est vraiment juste? Et la réponse, elle pourrait bien vous surprendre. D'après les enseignements originels, un chakra ne peut pas être fermé. La distinction est beaucoup plus fine que ça. Il est soit fonctionnel, soit non fonctionnel. Et ce simple changement de vocabulaire, il est fondamental. Il va transformer toute notre compréhension du système énergétique. Alors pour bien piger cette histoire de fonctionnel ou non fonctionnel, il faut d'abord se poser une question essentielle. Mais où est-ce qu'ils se trouvent au juste ces fameux chakras? Et la réponse, elle n'est probablement pas là où on l'imagine. En fait, dans la tradition yogique, on considère qu'on n'est pas juste un corps physique, on en possède trois. Il y a d'abord le corps physique, notre véhicule terrestre, ensuite le corps astral, qui est le siège de nos émotions, de notre énergie, et enfin le corps causal, qui porte en lui les germes de notre karma. C'est une idée fascinante, car après la mort, seuls ces deux derniers corps, les corps subtils, continuent d'exister. Et c'est là la clé de tout. Les chakras n'existent pas dans notre corps de chair et de sang. Ils appartiennent à nos corps subtils, l'astral et le causal. C'est la raison pour laquelle aucune radio, aucune IRM, aucune dissection ne pourra jamais les trouver. On parle de structures purement énergétiques qui vibrent sur un tout autre plan que notre réalité matérielle. Bon, maintenant qu'on sait où chercher, explorons un peu l'infrastructure qui soutient tout ça. Imaginez une sorte de réseau autoroutier invisible qui parcourt tout notre être. Ces routes, on les appelle les nadis. Et le carburant qui y circule, c'est le prana, notre force de vie. Et attention, quand je dis réseau, le mot est faible. Les textes anciens parlent de 72 000 nadis dans notre corps subtil. 72 000, c'est juste énorme. Essayez d'imaginer un maillage plus complexe que notre propre système sanguin, entièrement dédié à la circulation de l'énergie. Ça donne le vertige. Ok, mais un nadi, c'est quoi concrètement? Surtout, ne pensez pas à des nerfs ou à des veines. Non, ce sont des canaux d'énergie pure, des cordes astrales d'une finesse incroyable, 10 fois plus fins qu'un cheveu, qui transportent le prana, cette fameuse force vitale, à travers tout notre être subtil. Alors, sur ces 72 000 canaux, il y en a 3 qui sont, disons, les axes principaux, les stars du réseau. Ida, Pingala et le plus important de tous, Sushumna. L'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle de l'ADN, vous savez, la double hélice. C'est une analogie parfaite. Les canaux Ida et Pingala s'enroulent en spirale autour du canal central, Sushumna, qui lui longe notre colonne vertébrale. Et ça explique pourquoi la posture est si cruciale dans les pratiques spirituelles. Garder le dos droit, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est littéralement pour s'assurer que cette autoroute de l'énergie reste fluide, sans embouteillage. Bon, on a les routes, on a l'énergie qui circule. On peut enfin définir précisément ce qu'est un chakra. Alors, oubliez l'image un peu figée des disques de couleurs. Un chakra, en réalité, c'est bien plus dynamique. C'est un carrefour, un tourbillon d'énergie, un point de convergence où plein de nadis se croisent. Ce n'est pas un objet, c'est un vortex. Et autre idée reçue qui tombe, il n'y en a pas que 7. Il y en a des milliers dans notre corps subtil. Donc, pour résumer, on fait un grand nettoyage des idées reçues. On ne parle plus de disque physique, mais de carrefour énergétique. On ne dit plus ouvert ou fermé, mais fonctionnel ou non fonctionnel. Et on passe de 7 chakras principaux à des milliers de jonctions. Ça change complètement la donne, n'est-ce pas? Ok, super. Mais la question à 1 million, c'est comment on fait pour qu'un chakra devienne fonctionnel? La réponse tient en un mot, un concept clé, la sadhana. Mais juste avant, arrêtons-nous une seconde. Pourquoi est-ce que, pour la plupart d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, ces incroyables centres d'énergie sont-ils en sommeil, non fonctionnels? Eh bien, la réponse, elle est juste sous notre nez, dans notre quotidien. Le stress, le rythme de vie effréné, les pensées qui tournent en boucle, nos habitudes inconscientes, tout ça, ça crée des sortes de nœuds, des blocages dans nos nadis. Résultat, le prana ne peut plus circuler librement et les carrefours que sont les chakras se retrouvent à sec. Et c'est là qu'intervient la solution. La sadhana. C'est un terme sanskrit, mais l'idée est simple. Ça désigne une pratique spirituelle régulière, disciplinée. Que ce soit à travers le yoga, la méditation, le chant, le but est toujours le même. Nettoyer les nadis, dissoudre les blocages pour que l'énergie puisse à nouveau circuler et venir alimenter les chakras, les rendant enfin fonctionnels. Et quand le prana, l'énergie, recommence à circuler et atteint un chakra, c'est là que la magie opère. La tradition utilise une image magnifique, celle des pétales du chakra qui s'ouvrent, qui se déploient.
C'est une métaphore pour décrire le déverrouillage de connaissances profondes, de potentiel qui était là, en nous, mais en sommeil, comme une mémoire ancestrale qui se réveille. Et tout ça, ça nous amène au point final, qui est peut-être le plus important, le caractère profondément personnel et unique de ce parcours. On peut trouver des guides, des cartes pour les premières étapes du voyage. Mais il faut bien comprendre une chose, le chemin ultime, celui qui mène à l'exploration des chakras supérieurs, comme le troisième œil ou la couronne, eh bien ce chemin-là, il n'est écrit dans aucun livre. C'est un territoire vierge, unique à chaque âme. Il y a cette histoire qui dit que si l'on demande à un grand maître de décrire l'éveil, il se met à rire. Et pourquoi? Parce que c'est une expérience qui dépasse les mots, tout simplement. C'est quelque chose qui se vit, qui ne se raconte pas. Essayer de l'expliquer, ce serait comme tenter de décrire une couleur à quelqu'un qui n'a jamais vu. Et pour finir sur une note assez belle et réconfortante, dans cette vision des choses, aucun effort spirituel n'est jamais perdu. Si le voyage est interrompu par la fin d'une vie, on ne retourne pas à la case départ. Non, on reprend le chemin dans la vie suivante, exactement là où on l'avait laissé. Voilà, on arrive au bout. Et la conclusion, c'est peut-être ça. Les livres, les explications comme celle-ci, ça peut nous indiquer la porte. Mais personne ne peut la franchir à notre place. La véritable connaissance des chakras, elle ne se trouve pas dans la théorie, mais dans l'expérience. La question finale n'est donc pas qu'est-ce qu'un chakra, mais plutôt que peut révéler l'expérience directe. Le véritable voyage ne fait que commencer.